le tantra, en fait, il nous offre de goûter au vivant, d'instant, en incarnant cette femme désirable, cet homme désirable. On va parler d'un sujet qui est extrêmement passionnant, c'est-à-dire comment est-ce que le tantra peut rendre une femme plus créative et désirable, et l'homme aussi, évidemment. Je dirais que dans le tantra, on envisage l'humain dans toutes ses dimensions, corporelle, émotionnelle, sexuelle, spirituelle. Et donc, on va se libérer des conditionnements qui nous empêchent de vivre à partir du mouvement naturel du corps, de l'âme, de notre être. C'est ce qu'on vient d'exprimer là. Et donc, aux sources de l'amour, il y a la vie, il y a Oui, l'envie, il y a le mouvement, il y a la joie, le plaisir d'être en vie. oui. Et c'est ma capacité à regarder, c'est comment je regarde, comment j'écoute, comment je parle, comment je touche, comment je goûte. Hein. Toute cette Mhm, acuité sensorielle, donc quand on ouvre tous ces mhm. sens en y mettant le plaisir, parce que dans la société on dit voilà la sexualité c'est tabou, mais d'après moi c'est plutôt le plaisir qui est tabou. Mhm. Donc on peut imaginer justement que quand le monde n'est plus gouverné principalement par le mental, mais plutôt par mes sens, c'est-à-dire que là tout d'un coup il y a une expansion de mon être, c'est-à-dire je suis plus un cerveau sur pattes, mais je suis tout un Mhm. être complet. Oui, Donc oui, tout oui, ça, ça va participer à me rendre créative, parce qu'évidemment quand mon oui, mental il est un peu oui, au repos, c'est-à-dire je peux recevoir des informations supplémentaires, je peux être voilà, guidée, je peux recevoir une guidance, ou en tout cas des informations où je peux flairer oui, quelque chose, flairer une opportunité, ou tout d'un coup m'ouvrir à... Je suis peut-être au marché un dimanche sur la place du marché, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a des odeurs, etc. Et mes yeux, plutôt que d'être juste focalisés sur les tomates que je veux acheter pour midi, je peux simplement laisser ouvrir mon regard, puis tout d'un coup, je vois une mhm, femme magnifique là, un homme mhm, magnifique là, et je me dis, waouh, et j'ai envie d'aller vers elle, je sens ce qui se passe à l'intérieur mhm, de moi, tu vois. mhm. Donc, Vivre avec tous ses sens, en fait, oui, avec ses cinq sens. Oui. c'est ça, et on est davantage ouvert. Donc, Mhm, tout ça, ça va participer à me rendre plus créative, plus désirable mhm, aussi, parce que dès le moment où je me connecte à mon désir, je suis mhm. désirante, et donc je suis désirable parce que il y a des... Oui, oui, Le une désir, énergie. oui, c'est ça. Le désir, c'est une énergie, c'est une vibration. Donc, l'homme ou la femme, on va se sentir attiré. Donc, Mhm, on va être magnétique. C'est plus mhm. je vais chasser, c'est-à-dire que je vais sur un site de rencontre, je m'inscris dans une agence de Non, ça c'est matchmaking. transactionnel. Oui, Voilà, on est dans la transaction, exactement. oui. Alors que là, c'est simplement j'incarne ça, j'incarne cette dimension sensuelle finalement du vivant en moi. Donc, le tantra, en fait, il nous offre de goûter au vivant d'instant, en incarnant cette femme désirable, cet homme désirable. Euh, Comme un arc-en-ciel. oui, Toutes comme ces un couleurs. arc-en-ciel. Voilà. Mhm, Oui, absolument. mhm, Et mhm, c'est vibrant, je veux dire, ça prend plein de dimensions. C'est pas, on mhm. n'est plus simplement dans un concept, mais on le vit, on le Non. vibre. Mhm. Et puis, Et on le transmet. et c'est ça, Oui, ça devient communicatif. Hein, oui. voilà. Donc, d'incarner pleinement, en fait, cette énergie de vie, hein, mon énergie sexuelle, créative, joyeuse, désirante, désirable, à partir du hara, finalement. Je sais que tu m'as dit, ben, lors de nos conversations qu'on a eues pour préparer cette bel échange, tu m'as dit, ben, pour trouver un partenaire de vie, vivre une vie sexuelle riche et épanouissante, tu as choisi d'incarner pleinement ton énergie de vie, ton énergie sexuelle, créative, joyeuse, désirante et désirable. À partir du hara, qu'est-ce que c'est exactement le hara? Oui, avec plaisir. Donc, le hara, moi, je l'associe au deuxième centre énergétique. Hein, il se trouve Mhm, sous le nombril. Et le hara, en japonais, veut dire ventre. d'accord. Physiologiquement, il correspond au centre de gravité du corps humain. En médecine traditionnelle, c'est une zone essentielle par laquelle passe l'ensemble des méridiens qui régulent l'énergie vitale dans l'organisme. Pour les taoïstes,
il est le cinabre, c'est un mot qui veut dire le chaudron alchimique. C'est donc le siège des transformations ou de mutations. Et donc pour moi, il représente le moteur. Dans le hara se loge l'énergie sexuelle, mais aussi les émotions. Et dans le mot emotion, on a le mot mouvement, motion. Hein. Et si on a des peurs à cet endroit-là, eh bien, cela va bloquer notre désir d'aller de l'avant, que ce soit dans une relation amoureuse, sexuelle ou professionnelle. Donc le hara, c'est la base de mon approche en coaching et en formation, qui est issue en fait de cette recherche que j'ai faite à l'université sur la créativité, l'érotisme, l'amour. D'accord. Chaque fois qu'on a des échanges ensemble, et ça fait quand même 2 ans qu'on se connaît maintenant, je pense, ou un peu plus, je ne sais pas exactement, ce qui me frappe, c'est qu'on a tellement de choses en commun. C'est que toutes les deux, on est rebelles, on est anticonformistes, je ne sais pas, voilà. On est, et toutes les deux, on a fait de l'amour notre mission d'être, notre mission de vie, notre mission professionnelle également. J'aimerais bien te demander pourquoi l'amour est si important pour toi. Merci Annemieke, oui en effet. Comme je disais tout à l'heure, le premier événement qui a marqué mon existence, c'est le décès de ma mère à ma naissance. Et ça a été en fait le déclencheur d'une quête d'absolu. Donc ce premier objet d'amour, il est absent. Alors je cherche par toutes sortes de moyens de le créer autour de moi, hein, de rassembler ce qui est désuni. Quand j'avais 10 ans, je me souviens, j'avais fait un pacte avec moi-même. Je disais, je ne dirai jamais je t'aime si ce n'est pas vrai. Et oui, pourquoi l'amour est si important? Eh bien parce que c'est la force qui unit les gens. C'est un baume qui guérit. C'est une énergie qui soulève des montagnes. Et comme le dit Teilhard de Chardin, quand les gens découvriront la puissance de l'amour, l'humanité, elle aura découvert le feu pour une seconde fois. Et mon rôle, c'est de contribuer à cette mission-là. Alors, Lydia, j'ai découvert moi-même le tantra il y a, je dirais, 1 an et demi, 2 ans. Et j'avais suivi une initiation pour mieux me comprendre au niveau physique, sexuel, émotionnel, énergétique, spirituel, et pour également découvrir l'amour de soi. Et donc, j'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui du tantra et que tu expliques un petit peu oui, quels sont les bienfaits du tantra? Est-ce qu'on peut le vivre seul ou en couple? Pourquoi le tantra est tellement important? Voilà, parle-nous de tantra, justement. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, ce thème pour moi, en fait, de l'amour, parce que pour moi, le tantra, amour, la vie, tous ces principes de vivant, en fait, et la conscience aussi sont très proches. Et j'ai envie de te dire un peu en introduction, c'est pourquoi ce thème de l'amour, il est si important pour moi, en fait. Et particulièrement aujourd'hui, je dirais que j'ai l'impression qu'on vit un tournant dans l'histoire de l'humanité et il y a quelque chose qui se termine, hein, comme si quelque chose se termine, quelque chose qui commence. Et j'ai sur mon site une citation de Teilhard de Chardin qui dit « Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Alors, pour une seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. » Et je trouve très belle cette citation, cette quote, parce que pour moi, en fait, j'ai à cœur d'aider les femmes, les hommes à développer les qualités du cœur. Et cela passe par l'intelligence érotique et émotionnelle. C'est vrai que j'ai ce grand bonheur d'être de plus en plus sollicitée pour des initiations tantriques ce sont des retraites de quelques jours où on va en profondeur aux racines de l'amour au travers d'une initiation. C'est surtout des hommes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui choisissent ce format, mais aussi des femmes, pour réapprendre à toucher le corps de la femme en particulier ou de l'homme à travers donc, le massage. Et cela leur permet
de manière transversale de repositionner leur gouvernance, leur leadership d'entreprise par le lien qu'ils établissent à l'autre. C'est vrai qu'on voit beaucoup dans la société aujourd'hui encore des liens de subordination, des transactions dans les flux de communication au sein de l'entreprise et y compris dans les flux financiers. Donc, étant donné que moi je m'intéresse aux liens, eh bien, tout ça, de manière transversale, on les retrouve sur toutes les strates de la société. Et mon rôle, en fait, ça va être de remettre de la vie, de remettre de la souplesse, de remettre du flow, du mouvement, de l'enthousiasme, de la motivation, de l'efficacité, de l'intelligence, de la liberté, de la responsabilité partagée dans l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander qui aurait pensé que le tantra aurait sa place dans la vie économique. En effet, il faut. Voilà. En ce qui me concerne, je vois ça en fait. Si tu veux, j'ai ce regard transversal qui me permet de voir. Donc c'est pour ça que, en m'adressant à une personne, eh bien potentiellement, voilà, ça peut découler sur toutes les organisations, hein, de la plus petite cellule familiale à une entreprise de millions de personnes. Voilà. Donc le tantra, je l'ai découvert en 2003 au travers d'un livre de Osho qui s'appelle La femme, l'amour et la liberté. Et c'est vrai que j'ai senti une très forte affinité avec ce personnage qui a été très controversé. Donc ce personnage, Osho, il a importé le tantra ou le néo-tantra en Europe. Et j'ai aimé sa vision du monde, anticléricale, hors norme, antidogmatique. Donc vraiment, je me suis sentie... J'adore. Ouais, cette filiation, voilà, c'est la rebelle, hein, voilà. C'est vrai que ça, j'ai vraiment été attirée par ça. Alors, dans mon expérience, si je peux définir le tantra avec mes mots, pour moi, c'est un processus de transformation intérieure qui est fondé sur l'ouverture de la conscience par la présence et l'observation. C'est une invitation à accepter tous les aspects de la vie et puis à s'abandonner en conscience, être bercé par son mouvement incessant dans une respiration profonde quand on justement se connecte à la respiration. C'est aussi dans l'expression de soi, dans l'expression de qui je suis, dans l'union avec l'autre. Donc le tantra nous amène à devenir un. Et c'est pour ça que j'ai tellement répondu à cet appel, parce que ça répondait à la recherche que j'avais déjà faite en 97. Voilà, si tu veux que je te donne quelques éléments, et pour nos auditrices et nos auditeurs, quelques éléments des origines du tantra. Oui, avec plaisir. Alors le tantra, en fait, il prend sa source il y a plus de 5000 ans dans la vallée de l'Indus. L'Indus, c'est un fleuve de plus de 2800 km² qui va de l'Himalaya au Pakistan et qui se jette dans la mer d'Arabie, je crois. Wow. Donc le tantra, c'est une voie non duelle qui est introduite au Tibet au 8e siècle. Elle se diffuse dans toute l'Inde, au Népal, en Chine, au Japon, en Indonésie. Et elle voit son apogée entre le 7e et le 13e siècle au Cachemire. Donc le Cachemire, c'est cette région qui est entre l'Inde, le nord de l'Inde et le nord du Pakistan. Ce mouvement extrêmement original a suscité beaucoup d'opposition de l'hindouisme à l'islam. Les maîtres tantriques, souvent des femmes, avaient pris l'habitude de se fondre dans le tissu social pour se rendre invisibles et éviter d'être persécutés. Quelques mots sur les principes. Le tantra, il peut être symbolisé par l'union des principes féminins et masculins à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Ces archétypes sont Shakti, qui est le pouvoir de la manifestation de la conscience, d'où tout surgit et tout se résorbe. C'est le principe créateur dont les propriétés sont l'instabilité et le mouvement. Et la Shakti, c'est le principe féminin, on va dire, c'est associé au principe féminin. Et puis Shiva, qui est l'aspect statique de la conscience, inaltérable, indestructible. Voilà donc ces deux principes. Le tantra, il peut aussi être compris comme la science de l'expansion de la conscience et de la libération de l'énergie. Dans les enseignements tantriques, ils varient selon les enseignants, évidemment, mais
on va retrouver, en tout cas c'est l'expérience que j'ai faite, on va retrouver des respirations, des mantras, des sons, des vibrations, des visualisations, des postures, des massages, des temps de méditation, de la danse, de la célébration. Et dans toutes ces pratiques, l'énergie sexuelle, elle permet de transmuter les émotions négatives, se libérer des peurs, déployer la créativité, faire l'expérience de l'instant présent, de la paix intérieure à l'extase. Voilà, donc avec mes activités, en particulier mes accompagnements tantriques, je permets à chacun de développer davantage de responsabilité individuelle qui va se répercuter au sein du collectif, des systèmes familiaux, relationnels, économiques, politiques. Et ma mission, c'est de créer la vision d'une société qui est animée par l'amour et la conscience. Et c'est pourquoi je dirais que j'ai bon espoir, parce que j'ai la chance depuis 2020 d'accompagner des jeunes de moins de 30 ans qui sont venus vers moi, qui me demandent de les aider à mieux vivre leur sexualité. On parle de consentement, de désir, de pénétration, de limites, d'oser dire non, oser dire oui, oser dire stop ou encore. Alors, c'est vrai que c'est très simple avec ces 4 mots magiques, non, oui, stop et encore. Je dirais que s'ils étaient exprimés en entreprise, il y aurait probablement moins de harcèlement ou de burn-out, d'abus de pouvoir au service du profit de certains et au détriment des autres. On aurait probablement aussi une gouvernance au service du bien commun dans le monde de l'économie, dans la gouvernance politique. Alors, c'est vrai que ça peut paraître utopique. Mm-hmm. Voilà, c'est vrai que quand ce renversement il vient de la base, ça peut générer des révolutions de la violence. Quand ça vient de la base, ça vient du peuple. Pour ma part, j'ai envie de semer des graines d'amour dans la tête, le corps et le cœur des dirigeants et qui choisissent en fait librement cette démarche d'ouverture, de conscience pour les appliquer progressivement dans leur couple, leur famille, les entreprises, les associations, l'environnement proche. Et puis donc d'essaimer l'amour dans toutes les structures de la société. Concrètement, comment est-ce qu'on suit une initiation au tantra? Est-ce qu'on prend de la lecture? Est-ce qu'on va suivre un workshop? Est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu plus de détails concrètement? Comment est-ce qu'on peut suivre une initiation au tantra? Oui, alors tu en as déjà nommé quelques-unes et je dirais qu'il n'y en a pas une méthode qui soit meilleure qu'une autre. Je crois qu'il y a la méthode qui te correspond le mieux. Et je crois que quand on commence... Moi, en fait, je participais à un atelier entre femmes. C'était un stage sur les archétypes du féminin sacré, de la déesse à la démone, où on passait en revue, on incarnait en fait les 12 archétypes des déesses grecques, et la déesse, et la démone, la 13e. Et puis on avait un espace personnel dans la salle où on mettait nos dessins. Et puis moi j'avais amené un poème, je crois qu'il était sur la myrtille, quelque chose comme ça. C'est un poème érotique. Et là, on est à peu près en 2002 ou 2003. Et puis, une femme lit ce poème et puis vient vers moi et me dit « Oh, dis donc, il est très tantrique ton poème. » Je dis « Quoi ? Quoi ?» D'accord. Voilà. Donc, à partir de là, je suis allée voir qu'est-ce que c'est que le tantra. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les livres de Osho et j'ai vu qu'il y avait une résonance. En fait, j'étais déjà tantrique avant de savoir ce que c'était que le tantra. Donc, je dirais que si quelqu'un vient en contact avec ce mot, eh bien, s'il est prêt à s'y ouvrir, à s'y intéresser, la vie va mettre sur son chemin soit quelqu'un qui dit « Ah, il y a un stage, il y a une place qui s'est libérée pour ce stage, on cherche une femme ou on cherche un homme, est-ce que tu veux venir ?» Voilà. Ou bien alors, ce sera un livre, et ce sera exactement, dans ce livre, il y a exactement une phrase qui va tout d'un coup faire un insight, faire une révélation. Pour une autre, ce sera un coaching avec une personne qui est dans ce domaine. Pour une autre, ce sera le massage. Et puis tout d'un coup, cette personne, peut-être, elle était beaucoup dans le mental et qu'elle avait besoin justement de se reconnecter à son corps, à son souffle, parce que dans le massage tantrique, on va inviter la personne effectivement à se connecter à ses ressentis, à qu'est-ce que une caresse, une simple caresse fait au niveau de la conscience, du corps, le frisson, la chaleur, la température, d'ouvrir toute cette acuité sensorielle. Le mindfulness, en fait.
Oui, mindfulness. il y a exactement des principes de mindfulness, ce sont des choses qui relient au corps, qui relient à la conscience du Mm. corps. Et ça, c'est magnifique. Après, il y a tout Mm. un travail de déconditionnement par rapport à l'énergie sexuelle. Parce que je peux être dans la D'accord. mindfulness, puis me rendre compte de l'air qui rentre et qui sort de mes narines, et on reste. Hein, voilà. Mais on ne va pas plus bas. Hein, Non. voilà. Quand ça commence à chatouiller en bas, là, il y a moins de gens qui commencent à en parler. Donc, il y aura peut-être nécessité d'aller visiter quelques conditionnements autour de la sexualité, du plaisir, de la relation à l'autre, de est-ce que je m'autorise le plaisir. Donc, toutes ces dimensions-là font partie de cette démarche d'ouverture de conscience, y compris justement la génitalité, en fait. Parce que Mhm. dans nos sociétés, on a morcelé le corps. Et Mhm. on ne parle pas de la génitalité. On Mhm. utilise des mots pour, voilà, pour Mhm. détourner les choses. Et beaucoup de personnes ont été éduquées sans pouvoir toucher cette zone-là, Mhm. alors qu'elle Mhm. est une Oui, zone oui. magnifique de vitalité, de Mhm. vie, de régénération, de santé, de guérison. Comment t'y prends-tu pour développer des compétences tantriques ou émotionnelles, spirituelles, sexuelles auprès des femmes et des hommes? Comment est-ce que tu te prends concrètement? Ok. Alors, je dirais il y a trois phases importantes. On va faire bien sûr d'abord un travail sur la dimension du cognitif pour se libérer des conditionnements. Les il faut, Mhm. je dois, Oui. je m'interdis, j'ose, j'ose pas. Bref, on reprogramme, on réajuste, on affine les croyances et les systèmes de valeurs pour s'en libérer au Mhm. maximum. Mhm. Bref, se libérer de tout ce qui entrave pour aller de l'avant avec plus de facilité, de joie, d'enthousiasme. Puis, on va libérer les émotions bloquées. La Mhm. tristesse, la colère, faire le deuil, le désir, les émotions refoulées, les jeux de Mhm. domination, soumission. Donc, mettre de la conscience là-dessus et pouvoir traverser une émotion. Mhm. Et puis, on adapte ensuite les comportements concrets dans la vie de tous les jours, donc par une approche très pragmatique. Quel est le réel de ce que vit la personne dans son environnement actuel? Quelles décisions elle prend? Quelles actions elle met en œuvre pour évoluer? Et on Mhm. obtient finalement les résultats souhaités, concrets, mesurables, écologiques pour le système. J'ai à cœur d'avoir vraiment une approche biocentrique, c'est-à-dire vraiment c'est la vie au centre. Qu'est-ce qui amène de la Mhm. vie dans ma relation, dans mes relations? Donc au service de la vie. Mhm. Et donc voilà, je permets à mes clients de remettre de la vie, de l'énergie, du mouvement, de la joie, de la sérénité dans Mhm. leur existence. Et à partir de là, tout est possible. Il y a plus de limite à leur créativité, à leur désir, à leur réalisation. C'est ça. Mhm. Concrètement, comment les personnes peuvent te contacter pour travailler avec toi? Si un jour quelqu'un dit, oh, j'aimerais tellement savoir un peu plus sur le tantra, je ne sais pas comment m'y prendre, je vais contacter Orchidia. Comment est-ce elle ou ils peuvent te contacter pour travailler avec toi et qu'est-ce qu'ils ou elles peuvent attendre concrètement de toi? Comment est-ce que tu vas t'y prendre si un jour tu reçois un email en disant, j'aimerais bien recevoir une initiation au tantra? Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Avec plaisir. Alors évidemment, mais il y a mon site internet qui est orchidia.ch. Je pense que c'est la façon la plus facile de me rejoindre, de me contacter. Euh, les, je pourrais peut-être parler des résultats concrets en fait que j'observe avec mes clients. C'est qu'en fait les résultats, c'est une augmentation significative bien sûr de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi, l'ouverture au monde, une meilleure manière de communiquer, une capacité à s'écouter déjà à soi, connaître ses besoins, ses envies, et ensuite apprendre évidemment à écouter l'autre, à être dans la réception justement, dialoguer de manière apaisée, être aussi plus authentique, poser des limites, savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, dire un vrai oui, dire un vrai non. Donc se réapproprier cette autorité intérieure, cette référence interne, sa souveraineté, son leadership, sa gouvernance de vie,
en un mot, en fait, oser, hein, et qui est d'ailleurs Oui, oui. l'anagramme d'Eros. Et c'est vrai que comment dirais-je, je peux éventuellement donner des exemples de personnes qui sont venues travailler avec moi. Par exemple, je vais donner un prénom fictif, hein. Oui, Il oui. y a Cindy qui n'osait pas demander à son patron de suivre une formation. En discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait un deuil qu'elle n'avait pas fait suite à une dernière rupture amoureuse. Et donc, on a fait ce cheminement de deuil et elle a simplement osé demander à son patron et qui a accepté même de financer sa formation. Ah Euh, bon? oui, ouais, c'était vraiment, voilà, ça a été vraiment un déclencheur, alors qu'elle n'était a priori pas venue pour des questions amoureuses. Mais c'est vraiment été D'accord. quelque chose de Oui, beau. oui, oui, oui. Mais évidemment, évidemment qu'il y a un lien, évidemment. Il y avait un autre exemple, Pierre, je vais l'appeler Pierre, qui voulait réorienter sa carrière suite à un divorce et on a travaillé sur la relation à sa mère qui avait créé chez lui une forme de codépendance et donc D'accord. une peur de devenir indépendant. Euh, et donc, suite à cette initiation tantrique, donc c'était du coaching et du massage tantrique, il s'est lui-même formé au tantra et il s'est lancé aussi en tant que coach. Et maintenant, ça fait 10 ans de cela. Dans l'amour, on parle souvent de l'alchimie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une alchimie qui s'instaure entre deux personnes? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut créer cette alchimie par le tantra, tu penses? Alors, spontanément, j'ai envie de dire oui. Maintenant, il faudrait préciser ce que tu entends par alchimie. Bon, moi, j'ai ma petite idée, mais est-ce que toi, tu veux développer un peu plus ce que toi, tu entends par ça? Pour moi, l'alchimie, c'est ce qui se passe entre deux personnes. Une alchimie, c'est une attirance qui va au-delà du physique, qui va au-delà de l'émotionnel, qui va au-delà de l'amitié, qui va. C'est une alchimie qu'on ne puisse pas approcher avec le rationnel, en fait. C'est une alchimie qu'on est attiré sans pouvoir l'expliquer. Mhm. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux phases. Il y a une première, c'est que on est tel qu'on est, on n'a rien fait de spécial. Je me suis pas formée au tantra. Je me mets en contact avec quelqu'un et tout d'un coup, il se trouve que quand je fais ce hug avec cette personne, c'est oh, ouh, il y a mon énergie Oui, sexuelle qui se réveille. voilà, on sent une électricité. On Oui, sent l'électricité, voilà. Donc, il y a ça. On le constate avec certaines personnes et avec d'autres, il n'y a pas ça. non, Ok. Donc ça, c'est une première chose. Rien à faire, ça se fait tout seul. non, voilà. Après, il y a la démarche, on va dire, d'apprentissage. Oui, Ou, parce que moi, le présupposé que j'ai, en fait, c'est que les personnes qui tout d'un coup se rencontrent et ça match, c'est qu'elles sont déjà en contact avec leur énergie sexuelle. C'est-à-dire leur énergie sexuelle est déjà en mouvement. Parce qu'il y a des d'accord. personnes qui ont bloqué leur énergie sexuelle. Et Oui, donc, quand oui, elles oui. vont faire un hug avec quelqu'un, il n'y a rien qui se passe. Moi, avec certains de mes clients, je leur fais des hugs. Je peux sentir, des fois, c'est le battement de cœur. Je sens qu'il y a une vibration au niveau du cœur. Parfois, c'est plus bas aussi, n'est-ce pas? Et c'est OK. Euh, Mhm. donc, avec le tantra, avec la démarche tantrique ou un accompagnement, on va effectivement aller vers le bas. On va faire ce chemin d'aller vers l'intériorité, d'aller libérer peut-être des conditionnements, des peurs et des blocages au Oui, niveau émotionnel, oui. sexuel, physique. On va nettoyer toutes les croyances limitantes à propos de je ne suis pas assez ceci, je suis trop vieille, je suis trop Mhm. ceci, pas assez cela. Pour justement se libérer. Un peu, c'est comme des poids hein, qu'on avait sur nous et qui fait Mhm. que notre énergie désirante, elle est un peu mise de côté. Ah mais je n'ose Mhm. pas contacter cet homme-là parce que non, parce que je suis pas de son même milieu social ou Mhm. voilà, ou un homme qui ne va pas oser Oui, 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 faire oui, le oui, oui, premier oui. pas parce qu'il a pris des râteaux. Moi, j'ai Mhm. accompagné un jeune homme qui avait 33 ans. Il n'avait donc jamais été en relation amoureuse avec une femme. Il n'avait donc jamais embrassé une femme, jamais eu de la sexualité Mhm. avec une femme. Et on a travaillé quelques sessions, très peu de sessions en le déconditionnant. Et ensuite, on a travaillé vraiment en live, dans Mhm. la rue, en fait, dans un événement. En fait, c'était dans un événement. Mhm. Et je l'ai invité, je l'ai challengé en lui disant, OK, va vers cette personne qui te plaît et simplement commence à parler avec elle.
Bref, il a vraiment osé, il s'est vraiment challengé à sortir de chez lui plutôt que de rester derrière son ordinateur. Et là, maintenant, il est en couple depuis plus d'une année. C'est vrai. Oui, c'est Magnifique. magnifique. Ouais. Il y a aussi une chose, pour moi en tout cas, que j'apprécie dans le tantra, et je ne l'ai pas nommé encore, c'est laisser faire. C'est la dimension de la non-intentionnalité. Et ça, Laisser faire, est-ce que tu veux dire lâcher prise ou qu'est-ce que tu veux dire avec laisser faire? laisser faire, c'est... En fait, il y a un livre magnifique qui s'appelle Faire l'amour de manière divine, de Barry Long. D'accord, Barry Long. d'accord. Et justement, il donne des exercices de laisser faire les corps, c'est de rien laisser faire. Enfin, rien, Rien, condition, voilà, oui, rien programmé. voilà, pas donner d'impulsion, juste sentir, se mettre à l'écoute. Donc, c'est, pour moi, dans la dimension du tantra, il y a vraiment cette dimension de non-intentionnalité. De nouveau, dans nos sociétés, on est objectif, il faut faire ci, il faut faire ça, méthode, etc. Là, on est de nouveau dans le Oui, rationnel, etc. oui, et dans la performance, oui, C'est ça. Alors, comment est-ce que je lâche l'idée, par exemple, d'avoir un orgasme ou oui, de donner du plaisir à mon partenaire ou à ma partenaire? oui. Ça, c'est un grand challenge pour beaucoup de personnes, mais je pense que c'est Ah, nécessaire. my, D'accord? oui, C'est de oui, nouveau, c'est faire ce retour à soi. oui, Juste, qu'est-ce qui se absolument, passe dans mon corps là maintenant? oui, oui. Voilà, je dirais que c'est une clé vraiment qui est Hmm, essentielle, qui est pas des plus simples. Cependant, c'est non, vraiment, je pense, un démarrage hmm, important. oui, oui. Oui, oui, parce que souvent, dans les couples, il y en a un des deux, que ça soit l'homme ou que ça soit la femme, il ou elle a tellement envie de donner du plaisir. Souvent, quelqu'un qui a tellement envie de donner, a envie de plaire, a envie de trouver une confirmation, aime-moi, accepte mon corps, accepte mon... Ouf. Et il y en a souvent un des deux, que ça soit l'homme ou que la femme. Et en effet, si on peut trouver aussi peu, si le couple peut trouver une balance entre ne pas vouloir plaire l'autre, ne pas vouloir tellement plaire, se plaire soi-même, c'est juste accepter, c'est de laisser. Oui, oui, ça doit être magnifique, en effet. Oui, c'est vraiment ça ce que tu dis, Annemiek. C'est grâce à la conscience, justement, que l'on va Oui, déjouer nos propres oui, mécanismes oui, de oui, transaction. Comme tu le oui, disais oui. très justement, on veut faire plaisir à l'autre, On veut mais être derrière, accepté. On veut, voilà, oui, il y a probablement une attente de reconnaissance, une attente d'être accepté ou d'être aimé, une attente de confirmation. Je suis une bonne personne, je suis une bonne amante, je suis un bon amant. Euh, c'est ça qui a à lâcher, en fait, c'est notre besoin d'être aimé. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, c'est simplement, ok, je oui, mets de la conscience en moi, et à quel moment est-ce que je manipule, c'est-à-dire oui, oui. je, 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 je suis en train de diriger la relation pour recevoir cette nourriture. Oui. J'ai reçu une question d'une cliente. En fait, elle disait, cette femme dit que pour elle, le tantra, c'est de s'accepter, ainsi que ses imperfections, le mindfulness, sentir et vraiment connecter de façon intime dans la chambre ainsi qu'en dehors de la chambre, et ceci sans jugement. Et donc, elle me demandait comment peut-elle apprendre cela également à son conjoint. Mm. Est-ce que tu as des conseils à lui donner, à nous donner en tant que femme? Si on a un conjoint, comment est-ce qu'on peut l'initier? Comment est-ce qu'on peut apprendre ça à un conjoint? Mm. Oui, j'aime beaucoup cette question et d'ailleurs, dans cette question, il y a trois éléments clés. Le premier, c'est le mot s'accepter. Oui, Donc, pour apprendre ça eh bien, à son mari, je pense que c'est d'abord de l'incarner elle-même
puis de communiquer avec bienveillance avec son conjoint et si nécessaire qu'il fasse lui-même un chemin de développement seul ou accompagné. Le deuxième mot que je retirais de cette question, c'est le mot sentir. En effet, c'est aussi une clé et donc cette personne pourrait aider son mari à sentir en lui proposant par exemple de lui bander les yeux, de ralentir leurs jeux amoureux pour leur permettre justement de sentir, pour éviter que le mental ne guide les jeux. D'accord ? Absolument, absolument. Et enfin, le mot connecter. Voilà un mot magnifique. Oui, l'intimité, la vraie intimité. Oui, c'est ça, vraiment cette connexion. Peu de gens réussissent vraiment dans la sexualité, tant, donc à connecter dans la sexualité, tant ils sont focalisés sur la quête de l'orgasme. Oui. Que ce soit le leur ou celui de leur partenaire. Ou la performance en général. Ou la performance, donc, voilà. Et la connexion, en fait, elle se fait grâce au centre énergétique du cœur. Oui. Si celui-ci, justement, il est ouvert, que le mental est tranquille, alors le flot de l'amour, et principalement celui de la femme, va pouvoir s'écouler vers l'homme. De cette même manière, donc la femme, quant à elle, elle va pouvoir recevoir pleinement l'énergie sexuelle d'amour de l'homme. Et ensemble, ils vont pouvoir vivre une expérience spirituelle au-delà de l'ego. C'est ce que les pratiques taoïstes enseignent. Hein. C'est vraiment cette union, cette communion, je dirais, des énergies. Voilà. Et donc, comment apprendre ça à son mari ? C'est déjà effectivement de l'incarner elle-même dans cette connexion au cœur, et puis en initiant l'homme à la sexualité sacrée, si elle peut le lui transmettre, ou sinon de peut-être participer à un stage, voilà, ou suivre une formation dans ce domaine. Ce que je retiens surtout à ce que tu viens de me dire, Orchidia, c'est en effet cette belle énergie masculine, féminine, où la femme, parce qu'on est évolué quand même dans cette génération, on est beaucoup de femmes fortes, financièrement indépendantes, on a une mentalité, je sais le faire moi-même, je n'ai pas besoin de l'homme pour... mais la femme oublie ou ose pas recevoir et se mettre dans son énergie féminine. Alors, ce que je retiens surtout avec ce que tu dis, c'est que nouveau, se mettre dans l'homme dans son énergie masculine et la femme dans son énergie féminine et de oser et de pouvoir recevoir de nouveau. C'est ça ce que je retiens surtout. Absolument, absolument. J'ai beaucoup, depuis 20 ans que j'observe ça, et je l'observe aussi chez moi, c'est que on associe volontiers l'amour, aimer quelqu'un, à notre capacité à donner, à se mettre au service de l'autre, et beaucoup moins à cette réceptivité, à s'abandonner à l'amour, et donc effectivement à recevoir les cadeaux, que ce soit de la vie ou d'un partenaire ou d'une partenaire. Et je suis souvent confrontée au fait que la femme a perdu sa féminité et qu'elle ne sait même plus comment s'y prendre pour retrouver sa féminité. Est-ce que ça, par exemple, un profil pareil pourrait aussi venir frapper à ta porte en demandant « Est-ce que tu peux essayer à retrouver ma féminité ?» Absolument. J'ai eu une jeune femme comme ça, brillante, mais vraiment extrêmement brillante. Et on a beaucoup travaillé effectivement sur le corps, c'est-à-dire que de calmer le mental. On a travaillé sur la dimension de l'autorité, de se réapproprier l'autorité intérieure, parce que il faut quand même reconnaître que nos sociétés, elles sont organisées autour de valeurs androcentrées, donc centrées autour de valeurs qui correspondent plus aux valeurs comment les garçons ont été éduqués. C'est la compétition, c'est des choses comme ça. Et si une femme, légitimement, elle souhaite accéder à des postes à responsabilité et qu'elle a de l'ambition, et c'est tout à fait légitime, c'est très bon qu'une femme ait de l'ambition aussi. Absolument. Elle va devoir batailler on va dire, avec des règles du jeu qui ne sont pas les siennes. Oui. Non, absolument. Des règles de jeu masculin, plutôt. C'est ça. Oui. Donc, évidemment, quand en fait, on est en train soi-même de se formater, on est en train de rentrer dans un moule.
Oui, oui. Alors, bon, ben, on fait ça peut-être jusqu'à 35 ans, et puis ensuite on a notre horloge biologique qui sonne, et puis peut-être qu'on a envie Oui, d'autre chose, qu'on a envie de fonder une famille, et ensuite il oui, faut désapprendre, il faut revenir, oui, c'est ça. absolument. Et donc il peut y avoir des conflits intérieurs, c'est-à-dire Oui, comment est-ce que je peux être femme tout en étant chef d'entreprise? voilà, absolument. Euh, j'ai le cas encore aujourd'hui d'une femme qui est hyper, comment dirais-je, investie dans son travail. Et là, depuis une année, elle s'est mariée. Et elle me Mhm. demande effectivement comment est-ce que j'arrive à me réapproprier ma féminité. Alors, elle est Oui, féminine hein, dans oui, son oui, aspect, oui, elle est oui, tout à fait vraiment très très féminine. Simplement, c'est plus dans son langage et il y a quelque chose de très directif parce qu'évidemment, bah, elle oui. dirige une entreprise, elle dirige des gens. Euh, Mhm. avec son conjoint, eh bien, elle souhaite changer de posture. Et ça, Oui, oui, voilà, on va l'apprendre aussi par la respiration, par s'autoriser à être kind with herself, c'est-à-dire douce avec absolument. elle-même. Elle a Oui, annulé 2 fois des rendez-vous avec moi pour son entreprise parce qu'elle avait un gros mandat qui venait de signature d'un contrat qu'elle ne pouvait pas refuser, ce qui est normal. Mais à quel moment est-ce qu'elle met des espaces de respiration dans sa vie professionnelle? Comment est-ce oui, qu'elle oui, apprend à déléguer? oui, oui, Voilà. absolument. Voilà des Oui. pistes. Hein. Oui, et ce que je remarque souvent, mais vraiment très souvent, c'est quand j'accompagne mes clients masculins à la recherche d'une relation durable, c'est que quand on parle tout d'abord, ben voilà, j'ai un intake avec eux chez eux à la maison parce que la maison représente également une partie de leur personnalité. Et donc, je leur pose des questions sur le fil rouge de leur relation, sur leur personnalité, sur leurs zones d'ombre, sur leur passion, ce qui leur donne de l'énergie, mais également sur qu'est-ce qui fait que vous pouvez être attiré par une femme physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Et 95% des cas, ils commencent à dire par ah, ce qui m'attire chez une femme, c'est la féminité. Et alors je demande, mais c'est quoi la féminité pour vous? Alors il dit la douceur, l'intimité, la vraie féminité. Mais par contre, il y a tellement un gap dans la société aujourd'hui où la femme pense qu'elle doit devenir un homme, pense qu'elle doit réfléchir comme un homme, pense qu'elle doit être indépendante comme un homme, pense qu'elle doit en néerlandais, on dit haar manneke staan. Je ne trouve pas les mots en français, mais qu'elle doit euh, ben voilà, vraiment devenir un homme. Mais ce n'est pas vrai. On sent vraiment un gap dans la société. Et donc, je pense que là, ça pourrait être extrêmement utile que, voilà, que ces femmes osent venir frapper également à ta porte pour redécouvrir leur féminité, parce que c'est ce qui est le plus beau, c'est qu'on peut harmoniser cette énergie masculine et cette énergie féminine. Ça, c'est ce qui est le plus beau. C'est ça, c'est ça, Donc, c'est ça. voilà. Oui, oui, vraiment. C'est-à-dire que selon les contextes, je peux Mhm. mobiliser une énergie plus masculine, plus yang, c'est-à-dire Oui, euh, quelqu'un qui vient m'agresser dans la rue ou quelqu'un qui oui, me manque de respect, je vais trancher avec voilà. tout en disons, je vais trancher avec fermeté et mon Oui, langage sera dans la oui, politesse. oui, Donc vraiment, j'ai cette capacité de guerrière, parce qu'il y a cette guerrière en moi oui. aussi, hein, évidemment. Oui, On se comprend. oui, oui, absolument. Donc ça, et en même temps, je peux lui parler avec respect. Donc c'est pas antinomique. Donc c'est vraiment des compétences qui sont mobiles et qui sont interpénétrables, on va dire. Oui, oui. Euh, dans, alors, ce qui est difficile, et ça je veux bien le reconnaître, c'est qu'en fait, dans l'acte sexuel, dans la relation sexuelle, c'est là que se jouent les plus fins, subtils et inconscients mécanismes de domination et de soumission, de manipulation aussi et de Oui, projection. absolument. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller visiter ces sphères-là, de mettre de la conscience à cet endroit-là, parce que Mhm, c'est extrêmement fin et subtil. Donc mhm, ensuite, quand on dit, OK, voilà ce qui s'est passé dans
dans ce moment-là, dans cet acte sexuel, alors je peux le transposer dans ma vie de tous les jours. Comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie de tous les jours? Ah oui, c'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte que quand je parle à ma mère, je lui parle de cette manière. Je donne un exemple comme ça. Ou Ah bien oui, quand je réponds à mon patron, ça m'énerve, et puis je lui réponds comme ça du tac au tac. oui, Voilà. Donc c'est ça où ça devient intéressant, effectivement, de faire cette transversalité. absolument. Mm. Encore autre chose, Orchidia, c'est que, voilà, quand je parle avec mes clients masculins, donc, première chose qu'ils disent, ben voilà, ce qui m'attire le plus chez une femme, c'est la féminité. Mhm. Deuxième chose qu'ils disent, c'est que qu'elle soit féminine et qu'elle soit fine. Soit quoi? Et qu'elle soit fine, qu'elle soit mince. Ah oui, oui, oui. Mhm. Et pourtant, toi et moi, on est sûr qu'une femme en courbe et en rondeur peut être également magnifique. Mais parfois, les femmes, tant que cette croyance existe, une femme doit être fine, même chez l'homme. La femme qui est en courbe et qui est en rondeur, ben, elle est insure d'elle, elle voit surtout ses imperfections, pourtant, si elle peut assumer ses rondeurs et ses courbes, ben, elle peut être lumineuse, elle peut être attirante, elle peut être aimante. Et je pense que là aussi, tu pourrais jouer un rôle, mais qui est extraordinaire auprès de ces femmes et aussi auprès de l'homme, parce que c'est là qu'il va découvrir, ah, mais c'est pas uniquement une femme avec une taille en guêpe ou taille très, très, très fine qui peut me rendre heureuse ou heureux. Oui, et là, tu soulèves quelque chose qui est vraiment une question sociologique et de société, en fait, de tous ces stéréotypes que les magazines ont construits, que le cinéma a construit, d'un archétype, enfin, pas d'un archétype justement, d'un stéréotype de femme. C'est-à-dire que dans les peintures du je ne sais pas quel siècle, on avait des femmes voluptueuses, et ça, c'était le féminin. Ça, c'est un Aujourd'hui, femme. Oui, n'est-ce pas, oui, on a des femmes faméliques oui. qui sont montées au pinacle de la féminité. Donc ça, ce sont des codes qui sont construits. Donc il y a à déconstruire ça. Donc moi, je n'en veux pas aux hommes qui cherchent effectivement Non, une non, femme surtout plutôt pas. fine. Vraiment pas, parce que on a ces conditionnements. Moi, en tant que femme, j'ai aussi des conditionnements par rapport à la Oui, oui. virilité, à l'homme. Qu'est-ce que c'est Voilà, l'homme, n'est-ce pas? absolument, moi aussi. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des préférences. Je pense que le premier travail, c'est vraiment de déconditionner, c'est-à-dire que l'on limite le champ. Et toi, c'est vrai Oui, qu'en tant que matchmaker, je pense que c'est important aussi pour tes clients que s'ils ont des œillères par rapport à une préférence, alors c'est très oui, bien d'avoir des préférences, mais dans quelle mesure ces préférences sont justement enfermantes comme des œillères? oui, oui, Donc, comment est-ce que je peux ouvrir un tout petit peu? Comment est-ce que je peux aller à la rencontre d'autres formes, d'autres oui, visages, d'autres oui, expressions? Et puis oui. d'aller sentir qu'est-ce que ça fait au niveau de mon Qu'est-ce que ça fait? corps, Voilà. plutôt que checkpoint sur une liste, n'est-ce pas? Oui, Donc, si absolument. on envisage l'autre, cette altérité, c'est-à-dire cette personne qui est différente de moi, comme une marchandise dans un Oui. étalage d'un centre commercial, évidemment qu'on va focaliser, on va être efficace. Mais c'est parce que Mhm. principalement notre dimension mentale est à l'œuvre. Mhm. Donc le chemin à faire, c'est vraiment d'aller se reconnecter un peu plus bas avec le corps, donc avec ce Mhm. hara, et avec la dimension du cœur, dans ma capacité à recevoir l'autre dans sa différence. C'est à tout ce travail, en fait. Mhm. OK. Magnifique échange. Merci. Merci pour cette belle, belle, belle énergie. Voilà. Je voulais peut-être dire encore un tout petit mot qui est plus personnel, c'est-à-dire que tu es venu sur mon chemin, je dirais, il y a 1 an et demi. Tu m'as accompagné personnellement dans un développement personnel et donc j'ai eu l'honneur de pouvoir travailler avec toi. Euh, et, et donc, je me suis dit que tu étais la personne la plus spécialiste dans cet accompagnement et sur ce sujet-là. Donc, c'est un plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui.
Merci beaucoup, Annemieke. C'est vraiment un plaisir aussi pour moi voilà, d'être en ta compagnie en tant que fondatrice déjà des Jules. Tu veux peut-être en dire quelques mots? Ah, merci. En effet, j'ai créé Jade and Jules en pleine pandémie, octobre 2020. Euh, je suis personal matchmaker. J'accompagne l'homme célibataire qui est à la recherche d'une relation durable. Et donc, pour mes clients, je vais aller à la rencontre d'elles, je vais aller à la recherche d'elles. J'ai déjà eu une première agence de rencontre à high-end que j'avais créée en 2012, que j'ai vendue en 2017. Et après 2017, je suis retournée à ma première expertise. J'ai toujours fait le recrutement en pharma, medical device et biotech, mais le vrai personal matchmaking m'a manqué. Donc, je me suis relancée dans ce domaine et ben voilà, c'est ce qui me rend heureuse tous les jours, c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est pouvoir accompagner mes clients vers une relation durable. Magnifique. Donc, voilà. Euh, Ce que je sais de toi, plus que 20 ans, mais ça me fait plaisir que tu te présentes aussi un tout petit peu avec tes propres mots. Avec plaisir. Alors, en résumé, c'est vrai que j'établis des ponts depuis 20 ans entre le leadership, l'amour et la créativité grâce à un concept unique que j'ai inventé, c'est l'érotivité, hein, le mélange entre le mot érotisme et créativité. On peut dire aussi que c'est la dynamique de la libido créatrice. J'ai été formée au tantra, au Tao de l'amour, je suis formatrice, love coach, spécialiste des relations amoureuses. J'aborde dans mes accompagnements la dimension sexuelle et tantrique des hommes et des femmes que j'initie à l'amour, à la sexualité consciente. Je suis auteure de plusieurs livres sur l'amour, j'en ai pris quelques-uns derrière moi, et je suis régulièrement sollicitée pour mon expertise autour des relations amoureuses, la sexualité, la créativité. Alors ça, c'est le résumé. Maintenant, je peux évidemment aller un tout petit peu plus en profondeur, si tu veux bien. Donc, pour donner plus de détails, il y a un événement fondateur, en fait, qui détermine pourquoi je consacre depuis plus de 20 ans, je me consacre à ces questions de relations hommes-femmes, de la créativité et l'amour. Et cet événement, en fait, c'est le décès de ma mère à ma naissance. Ça m'a poussée à chercher, à comprendre ce que c'est vraiment l'amour. En 1997, j'ai fait une recherche à l'Université de Genève sur la créativité et sur l'amour. J'ai découvert que les personnes les plus créatives, c'étaient celles qui ont le mieux équilibré leur polarité yin-yang. Et qu'il y avait une équivalence entre l'énergie érotique et l'énergie de création au niveau donc, du deuxième chakra. J'ai créé donc ce néologisme de érotivité qui représente cette dynamique de la libido créatrice dont Carl Gustav Jung a également parlé, et ainsi que Durkheim, et qui a décrit le hara, donc le deuxième centre, comme un centre vital, un centre de créativité, de guérison, et comme un centre essentiel, s'y connecter en fait, nous aide à nous centrer. Et c'est grâce à cette recherche qu'aujourd'hui, j'utilise l'érotivité comme une grille de lecture dans mes accompagnements. Et cela me permet de voir si une personne, elle est davantage dans le mental, l'émotionnel ou le corporel. Alors, je peux donc aider mes clients à équilibrer justement leur polarité. En l'an 2000, j'ai créé Orchidia, tout d'abord comme des ateliers d'expression érotique. J'ai animé des centaines d'ateliers d'écriture érotique, de peinture, de sculpture ou d'art culinaire, toujours avec l'érotisme comme moteur à la création. Et le résultat, c'est que les gens repartaient avec beaucoup de confiance en soi. En 2004, je me suis formée au coaching pour aider les gens à développer leur créativité. J'ai aidé des gens à publier leurs livres. Puis, des célibataires ont commencé à venir vers moi et m'ont demandé de les aider à trouver l'amour. Alors en 2006, j'ai créé l'association Maison de l'amour, ici à Genève, puisque j'habite à Genève, qui avait pour mission de partager la vision d'une société animée par l'amour. Alors on a organisé des congrès, des expositions, des Wikilabs autour de l'amour. C'est vrai que j'ai souvent donné des conférences sur l'amour, l'érotisme, la créativité.
J'ai lu mes poèmes érotiques en public, j'ai été sollicitée par la radio pour faire une chronique autour de l'érotisme. La télévision suisse romande est venue aussi pour faire un reportage lors d'un de mes ateliers. Voilà, j'ai eu des dizaines et des dizaines d'articles dans les journaux. À partir de 2008, j'ai proposé des initiations tantriques pour hommes qui mêlaient sur 6 mois du coaching et l'apprentissage du massage tantrique. Donc, ou comment toucher le corps de la femme. Donc, je me suis formée au tantra depuis 2003. Plus récemment, j'ai suivi une formation en Tao de l'amour. Et puis, je me suis toujours passionnée en fait par le féminin sacré, le masculin sacré. Tout mon parcours, en fait, le fil rouge, c'est jalonné par cette constante, comment relier ce qui est séparé. Donc, comment le deux, on devient un, comment le deux devient un. Et on retrouve ça aussi dans mes peintures, puisque j'ai commencé à peindre en 2014, principalement des diptyques, donc ces 2 tableaux qui se joignent. Voilà, j'écris beaucoup. Je viens de publier mon 6e livre sur l'amour, l'amour en action en temps de crise. Voilà. Ok. Voilà. Et puis voilà. Donc tout mon parcours consiste vraiment à redonner à l'amour et à l'érotisme ces lettres de noblesse. Peux-tu nous parler un tout petit peu de tes livres? Tu parles aussi du tantra, ou tu parles de l'amour, ou tu parles de... Je parle principalement effectivement de l'amour sous différentes formes. Et en préparant ce sujet aujourd'hui, je me suis dit qu'il y aura certainement un livre où je parlerai du tantra, ou en tout cas le cheminement que j'ai fait moi avec le tantra. Donc le premier livre que j'ai publié en 2012 s'appelle « J'ai rêvé d'un rouge ». Tiens, je vais montrer. Voilà. J'ai rêvé d'un rouge. Ah, rouge. Wow. Voilà. Ok, c'est juste ma couleur, ça, le rouge. Ouais. Ok. C'est un recueil de poèmes érotiques que j'ai écrit, parce que comme j'ai animé longtemps des ateliers d'écriture érotique, eh bien j'en ai écrit beaucoup. Et donc j'ai publié ce recueil, j'ai lu mes poèmes en public. Donc ça, c'était le premier en 2012. Puis ensuite est arrivé les 7 mensonges à propos de l'amour. D'accord, ok. Voilà, qui était une conférence qu'on m'avait demandée. Et justement, c'est un essai qui essaye de déconstruire, on va dire, tout ce qu'on raconte à propos de l'amour, comme l'amour, ça fait souffrir, l'amour dure tout le temps. Enfin bref, donc j'essaie de déconstruire ce qu'on raconte à propos de l'amour. Et en fait, parce que en français, on a juste le mot amour. En arabe, il y a une centaine de mots pour différencier les différentes sortes d'amour. Donc en français, on est très pauvre. En anglais, il y a une petite distinction que je trouve intéressante. On a de romantic love, donc ce sont les relations amoureuses, et on a love. Alors moi, je vais plutôt essayer de décrire dans ce livre qu'est-ce que c'est que l'amour avec un grand A. Ah, magnifique. Ensuite, il y a aimer sans façon. Voilà. Tu peux descendre un petit peu? Ah oui, aimer sans façon. D'accord, ok. Sans façon. Et c'est l'amour en action, donc c'est 100 manières de mettre plus d'amour dans son quotidien. Et donc c'est sans suggestion qu'on peut vraiment, parce que pour moi l'amour c'est pas un concept intellectuel, c'est une manière de regarder, c'est peut-être caresser les feuilles d'un arbre, c'est, je ne sais pas, téléphoner à quelqu'un que je n'ai pas appelé depuis longtemps et lui dire ma gratitude. Voilà. Donc ça c'est le troisième. Le quatrième, c'est Lettres au bout du monde, que j'ai publié en décembre 2020. Et oui, je rassemble en fait toutes des citations que j'ai écrites durant l'année 2020, cette année si particulière. J'ai eu besoin de transmuter en fait toutes les émotions qui m'ont traversée. Et donc, je l'ai fait sous la forme créative. Et puis, les 2 prochains livres qui arrivent, qui vont être publiés là, tout soudain, un livre qui s'appelle Mamaïta. Donc, Mamaïta, c'est ma maman, où je suis allée donc, voilà, en 2021, je suis allée 2 mois au Mexique en début d'année pour fermer un cycle. C'est-à-dire que ma maman, elle était enceinte de moi en 64 et elle est allée voir son frère qu'elle n'avait pas revu depuis 20 ans, puisqu'il était parti d'Espagne. Ma maman était espagnole. Et il était parti à l'époque de Franco s'installer au Mexique. Donc, elle va revoir son frère, elle est enceinte de moi. Elle revient à Genève et elle décède. Donc, j'ai choisi donc d'aller sur cette terre que je n'avais jamais foulée avec mes pieds
Ouf, et de faire pas un mal. rituel dans le désir, ah, joli lapsus, dans le désert, Mhm. avec un chaman. Et donc, j'ai pu déposer tout ce cycle de douleur, de culpabilité que j'ai beaucoup traîné sur mes épaules. Et comme j'avais écrit beaucoup de textes en hommage à ma maman, donc j'ai rassemblé Mhm. des textes, donc c'est comme un pèlerinage. Donc ça s'appelle Mhm. Mamaïta, voyage initiatique avant ma naissance. Magnifique, magnifique, magnifique. Et le dernier sera la suite de celui-là, Aimer sans façon en temps de crise. Ah oui, 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 oui. Voilà. D'accord. Il y aura 100 suggestions pour mettre plus d'amour dans sa vie, avec la vie dans le contexte que nous vivons, eh bien, c'est comment est-ce que je me relie encore en l'autre, comment je me relie encore à l'autre en temps de crise, c'est-à-dire en temps avec Attendez. des distanciations, avec des confinements, comment est-ce que j'arrive à me connecter à moi et à me Connecté. connecter à l'autre. D'accord. Voilà. Il y a énormément de choses qui m'ont inspirée aujourd'hui et je tiens vraiment à te remercier pour ce bel échange, cette belle énergie, cette inspiration qu'on puisse partager avec tout le monde qui a envie de l'entendre et avec tout le monde qui a envie de l'accepter sur son chemin. Euh, je voulais, oui, te remercier que tu as voulu être présente aujourd'hui lors de cette belle conversation. Est-ce que pour conclure, est-ce que tu as encore envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que toi-même, tu as envie de résumer encore quelque chose ou de partager encore quelque chose avant qu'on se quitte pour aujourd'hui? Euh, Ce qui me vient, c'est en fait cette gratitude que j'ai par rapport à ce qui nous relie. Hein, on n'a pas Mhm. encore pu se prendre dans les bras, Annemieke, Non, c'était n'est-ce pas? planifié, c'était planifié. Et au même temps, pour moi, c'est comme si tu étais là. Et ça, Absolument. c'est pour montrer quelle capacité nous avons, nous les humains, à nous adapter, à nous Oui, réinventer. Et je pense que ça, absolument. c'est une dimension tantrique parce que c'est une dimension du vivant en nous. Tant qu'on est Oui, connecté à cette source du vivant en nous, tous les oui, obstacles sur notre chemin ne seront qu'une petite poussière dans le vent. oui, Donc c'est ça le message, c'est que voilà, se connecter au vivant en soi, quelle que soit la oui, forme que ça prend. Le lien, absolument. il est important vraiment, à soi et à l'autre.